Du coup, bonsoir à tous. Je vais faire un peu sérieux pour la vidéo. Mais, donc, bonsoir à tous. Donc, ce soir, on va parler des pièges involontaires dans la nature, autrement dit des cavités pièges. Vous allez voir, en fait, il y a plein de petits pièges dans la nature, un peu partout, pour tout ce qui est petite faune, les oiseaux, les musaraignes, les campagnols, les reptiles, etc. Et donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'est une cavité piège, comment les repérer et puis surtout comment les neutraliser, parce que le but c'est quand même d'enlever tous ces pièges qui causent la mort de bien des espèces. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une cavité piège? Donc en fait, très souvent, c'est des pièges qui sont involontaires, c'est des pièges qui ne sont pas mis à cet endroit-là exprès pour ça. Et donc souvent, ça prend la forme d'un trou de plus de 5 cm de diamètre pour que quand même il y ait des espèces qui puissent rentrer dedans. Bonsoir. Il n'y a pas de souci. Donc plus de 5 cm de diamètre, vertical, et puis avec les parois lisses. En fait, c'est surtout à ça qu'on va reconnaître le piège, puisque les animaux qui seront rentrés à l'intérieur ne pourront pas en ressortir vu qu'ils n'auront aucun moyen de s'accrocher. Donc ça peut être au sol, ça peut être en hauteur, dans les espaces publics, dans les jardins. Je vais vous montrer après plein d'exemples. Et en fait, pourquoi ce sont des pièges? C'est parce que les oiseaux et les autres animaux qui cherchent en fait à rentrer dans ces trous pour nicher, pour trouver leur nourriture, et ben, du coup ils se retrouvent coincés en fait, hein. Ça forme vraiment comme une nasse, il faut avoir cette idée-là, une nasse. Donc, du coup, ils vont se retrouver bloqués, soit juste la tête, soit entièrement, et du coup, ils vont plus pouvoir se nourrir, pas pouvoir en sortir. Et malheureusement, du coup, ils vont mourir piégés de faim et d'épuisement, pas forcément avec des blessures, bien que ça puisse arriver, mais voilà. Les principales victimes, donc il y a un point commun entre toutes ces espèces. Est-ce que vous savez lequel c'est? Il y en a qui connaissent. Il y a un point, effectivement, ils sont pas forcément très gros, bien que les chouettes, il y a aussi les chouettes hulottes, il y a des espèces d'assez grosse taille. Ils ont tous des yeux. Pardon? Ils sont courants qu'ils soient assez. Ils sont courants, mais il peut y avoir aussi des espèces un peu moins communes. Non, en fait, c'est surtout, ils sont tous cavicoles. C'est-à-dire qu'ils vont tous, à un moment donné, notamment, alors pour les oiseaux en période de reproduction, pour les crapauds en période justement d'hiver, et les autres amphibiens, ils vont chercher en fait des cavités pour s'abriter des prédateurs, pour nicher, ou pour après aller se nourrir. Et donc en fait, en allant chercher des cavités, ils vont explorer un petit peu toutes les cavités disponibles, et parfois certaines cavités peuvent se transformer en pièges. Euh, donc vous verrez, c'est pas un sujet qui est super drôle, il y a un peu des images qui sont pas super terribles. J'ai essayé de pas trop en mettre, mais forcément vous allez voir un petit peu euh, des images pas géniales. Donc le premier, en fait, les premiers pièges, c'est les poteaux téléphoniques. En fait, il faut savoir que dans les années 80, il y a eu les poteaux étaient creux, en fait, enfin tous les poteaux sont creux, même encore actuellement. Et en fait, les poteaux n'étaient pas fermés au sommet. Et donc, ils se sont rendus compte, en démontant certains poteaux, qu'à l'intérieur, vous aviez un empilement de cadavres, de chouettes, notamment beaucoup de chouettes, mais aussi de faucons, aussi tous les animaux qu'on voit perchés en fait sur les poteaux. Donc, ils trouvaient régulièrement, quand ils faisaient des travaux sur les lignes électriques, des animaux au fond. À savoir que la loi en fait de 2016 a changé la donne puisque maintenant c'est écrit dans la loi qu'il est interdit de poser des poteaux téléphoniques et des photos de filets par avalanche. On n'est pas trop concerné en Côte d'Or par cela, mais non bouchés. Voilà. Donc vous avez forcément en fait un bouchon qui est apposé au sommet du poteau. Donc vous avez différents modèles en fait. L'essentiel étant de boucher vraiment le poteau.
Et généralement, même c'est obturé en usine, parce qu'il y a eu des tests en fait avec des obturateurs en plastique, mais le plastique se dégrade avec les conditions climatiques. Et donc en fait, le poteau redevenait piégeant. Donc ça, c'était problématique. Donc il faut savoir que maintenant, il y a une obligation, et que si jamais vous repérez des poteaux creux, voilà, si vous faites une sortie, que vous ne voyez pas trop d'oiseaux, bah, vous pouvez avoir le temps de regarder les poteaux. Donc en fait, chaque poteau est numéroté avec cette petite étiquette bleue, ce qui vous permet d'avoir le numéro du poteau. Et à ce moment-là, il faut envoyer directement le signalement avec le numéro du poteau. Donc soit vous nous le faites passer et nous on le signale après au service du coup donc de Orange et de RDF. Soit sinon vous les contactez en direct. Et normalement, ils sont censés réparer en fait ce dommage-là. Ça peut être soit un ancien poteau qui est toujours en place, soit une dégradation en fait de cette couverture. Comment on peut communiquer l'adresse GPS par exemple sur la smartphone? Alors, en fait, il n'y a pas forcément besoin du point GPS. En fait, vous prenez en photo l'étiquette bleue. Ah oui, d'accord. Il y a comme ça. Ouais, en fait, ils ont le numéro précis et eux, ils peuvent retrouver exactement le poteau, etc. Ouais, il y aura aucun problème. Et l'emplacement. Ouais, après, le plus précisément possible. Mais voilà, mais en tout cas, c'est voir. Normalement, ça se voit en fait le colmatage en haut. Donc, si jamais vous envoyez 100, du coup, c'est bien de pouvoir les alerter. Par contre, il y a une problématique, c'est la problématique de leur réutilisation. Parce que ces poteaux sont changés de temps en temps, sont changés régulièrement et peuvent être réutilisés pour faire soit des piquets de clôture, soit des piquets de portail. Et à ce moment-là, ils sont plus dans le cadre de la loi, donc ils sont plus bouchés, et donc du coup, c'est autant de pièges qui sont présents sur une certaine longueur et qui sont vraiment piégeants. Donc ça, c'est une autre problématique. Mais donc du coup, ça, si jamais vous en voyez, à ce moment-là, c'est une autre démarche. Ça ne sert à rien de les signaler à ERDF. Même si vous voyez une petite étiquette bleue, ça ne sert à rien. Parce qu'ils ne les trouveront pas sur leur réseau, donc ça ne sert pas à grand-chose. Et on va voir du coup la chose qu'il faut faire en parlant d'un autre type de piège. C'est les panneaux de signalisation. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà regardé à l'envers d'un panneau de signalisation, mais c'est un poteau. C'est un poteau généralement de forme rectangulaire, creux également. Et là, il n'y a pas d'obligation en fait de les boucher. Donc, souvent, il y a un bouchon, très souvent, puisqu'ils sont livrés avec, mais parfois, pour des raisons de dégradation, pour des raisons volontaires ou involontaires, pour des raisons diverses et variées, ils peuvent ne pas être bouchés. Donc à ce moment-là, comme la réutilisation des poteaux téléphoniques, il faut les boucher. Avec ce que vous avez sous la main. On a le droit? Alors on va le voir après, mais oui, là vous avez le droit, en tout cas sur la voie publique, voilà, rien ne vous empêche en tout cas de mettre des branches à l'intérieur. L'essentiel en tout cas, c'est de empêcher des animaux de rentrer dedans. Par contre, toujours à penser, mais on le verra par la suite, il faut le faire de plusieurs façons. Donc sur les panneaux de signalisation, il ne faut pas cacher la face visible du panneau. Ça, c'est sûr. Ça serait un peu plus gênant. Mais aussi, il ne faut pas le faire en période de reproduction. Parce que si jamais il y a une nichée au fond qui arrive quand même à sortir par un autre trou que vous ne voyez pas, vous risquez de la condamner. Donc généralement, voilà, c'est l'entrée de l'hiver. Là, c'est idéal pour le faire. Donc généralement, voilà. Mais il faut bien faire attention. Donc on regarde d'abord dans le trou pour pas risquer de causer plus de dégâts. Mais du coup, après, on peut les obturer. Dans la même veine, il y a les boîtes aux lettres collectives ou individuelles, mais généralement les boîtes aux lettres individuelles sont fixées sur le poteau. Mais là, de la même façon, les poteaux de boîtes aux lettres collectives sont souvent sur le côté et représentent de la même façon une cavité.
Donc là, on parle surtout de qualité piège pour tout ce qui est oiseaux, ici, puisqu'ils sont situés en hauteur. Donc c'est surtout les oiseaux qui se perchent à ces hauteurs-là. Bien que des fois, les écureuils peuvent y rentrer et se coincer. Donc là, même principe, il est possible de les boucher, de les rendre en tout cas inaccessibles pour la faune. On n'y pense pas tout le temps, mais les bornes anti-stationnement en fait sont également creuses. Alors normalement, il y a un petit capuchon qui ferme quand elles viennent d'être installées. Elles ne sont pas toujours installées. Et puis souvent, c'est la première chose qui saute quand quelqu'un recule un peu dedans, un peu fort. Du coup, c'est la première chose qui saute. Et donc, ces bornes-là peuvent être des pièges. Et les cônes de chantier. Alors, à savoir que les cônes de chantier, normalement, ils sont censés être présents que pendant quelques jours ou quelques semaines. Ils n'ont pas vocation à être de façon permanente à cet endroit-là. Mais il peut arriver qu'ils restent beaucoup plus longtemps sur place. Et à ce moment-là, voilà ce qu'on peut observer en fait. C'est une mésange là, une mésange charbonnière qui est allée nicher à l'intérieur. Elle devait être bien, mais du coup là il y a plusieurs problématiques. Une première problématique, c'est quand les jeunes vont vouloir sortir voltant comme ils volettent à cet âge-là, ils ne pourront pas tellement sortir du cône, donc ils risquent de mourir par la suite. Soit sinon l'autre problématique, c'est un déplacement du cône pendant la saison de reproduction. Et du coup vous voyez donc sur la photo de droite, le nid qui est complètement à découvert. Et là vous avez le moindre animal qui passe, un chat, un chien, un renard, une martre, et ben il se fait son casse-croûte très facilement. De la même façon, un coup de vent, ça peut suffire aussi à faire déplacer le cône et donc à représenter un danger pour ces animaux. Donc là, de la même façon, donc on essaye, en tout cas, sur les bornes anti-stationnement, on peut de la même façon les colmater, en fait. Et puis sur les cônes de chantier, c'est soit vérifier avec les ouvriers qui sont là que le cône ne reste pas trop longtemps en place. Si jamais vous en avez dans votre jardin, c'est voilà, les changer ou les ranger autrement. Mais voilà, généralement, en tout cas, on conseille de ne pas forcément les laisser trop longtemps sur place. Une autre problématique qui se pose notamment en milieu agricole, c'est les abreuvoirs sans échappatoire. En fait, vous voyez toujours dans les grands bacs rectangulaires ou ronds, en métal ou en plastique, avec les parois très lisses. Et en fait, notamment en période de sécheresse, c'est un point où il y a toujours de l'eau pour le bétail, et les animaux vont chercher à venir boire. Notamment les oiseaux, mais aussi certains mammifères. Et il est régulier de trouver des oiseaux en fait dedans, puisque une fois qu'ils sont tombés dans l'eau, l'eau est trop profonde en fait pour leur permettre d'en sortir seuls. Et en plus, les rebords sont complètement lisses et donc ils ne peuvent pas du tout remonter en fait, et donc finissent en fait par mourir d'épuisement dans ces abreuvoirs. Là, donc à gauche, ce sont deux chouettes chevêches, et puis du coup à droite, c'est un rouge-queue. Mais on peut trouver bien des espèces. Et malheureusement, il y a d'autres problématiques. C'est aussi pour les agriculteurs, c'est qu'un cadavre qui se dégrade dans l'eau va provoquer des bactéries et peut du coup intoxiquer ces animaux. Donc c'est aussi une problématique de cet aspect-là. Donc là, il y a des solutions en fait assez simples. Alors là, c'est des solutions un petit peu développées. C'est une branche qui dépasse. En fait, il faut juste leur offrir un échappatoire. Dans ce cas-là, on ne va pas dire aux agriculteurs, vous colmatez, vous arrêtez de donner à boire aux vaches. C'est pas la question. Mais du coup, c'est juste offrir un échappatoire en fait aux animaux qui peuvent tomber dedans. Donc ça peut être soit une rampe, soit uniquement une branche d'assez grosse taille qui ressort en fait. Que les animaux, les oiseaux, en circulant avec les ailes dans l'eau, ils puissent finir par retrouver, s'accrocher, sortir de l'eau et puis sécher leurs plumes et prendre leur envol. Donc ça peut être une bonne idée. En tout cas, voilà, c'est très facile à faire. Nous, à chaque fois qu'on travaille avec les agriculteurs, c'est ce qu'on leur préconise parce que trop souvent, on trouve des abreuvoirs sans échappatoire. On ne trouve pas forcément toujours des animaux dedans. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose d'assez important.
Et donc là, il faut faire attention aussi à pas que l'échappatoire se transforme en piège, c'est-à-dire si vous laissez un clou ou une vis dépasser et que l'animal se blesse en plus dessus, ça sert pas forcément à grand-chose, quoi. Donc ça, on évite. Donc à savoir qu'il y a des kits spéciaux qui sont vendus sur le site de la boutique, mais vous pouvez très facilement le construire. En tout cas, nous, on peut vous fournir des infos là-dessus si vous connaissez des agriculteurs. Dans la même veine, vous avez des bassins de décantation, de rétention d'eau, les anciens lavoirs aussi, qui peuvent former des grands bacs avec aucune issue. Alors, soit les animaux tombent dedans et ne peuvent pas du tout en ressortir, soit ils rentrent dedans volontairement, mais en fait, les bords sont trop hauts ou sont trop abrupts, en tout cas, ne leur laissent pas la place. Souvent, ce qui se passe avec les chevreuils, c'est qu'ils peuvent y descendre seuls, mais après, ils ont besoin en fait d'une marche pour prendre appui pour pouvoir sortir. Et des fois, il n'y a pas. Donc, malheureusement, ça peut arriver que des chevreuils ou d'autres animaux se retrouvent coincés, des hérissons, des serpents aussi hein, qui tombent dedans. On a le cas notamment sur le canal de Bourgogne, et d'autres canaux en France, où en fait les parois sont tellement lisses qu'en fait des animaux qui cherchent à traverser pour parcourir leur territoire ne peuvent pas remonter de l'autre côté. Et donc VNF travaille, en tout cas à l'échelle de la région là, sur le canal de Bourgogne, à créer en fait des marchepieds à certains endroits où ils ont observé des mortalités, quoi, des zones de passage, à installer des marchepieds pour que les animaux en fait puissent trouver un appui et sortir de l'eau. Mais après, ça pose des questions de sécurité par rapport aux péniches, faudrait pas. Enfin, bon, il y a tout ça. Mais ils ont pris en compte en tout cas la problématique. Et donc, du coup, voilà, ça pose pas de souci. Donc, après, deux cas de figure. Si c'est un bassin en construction, ça peut être d'aller informer et conseiller, en tout cas, sur au moins une matière qui accroche, pas forcément avoir des bâches en plastique. Et puis de la même façon, on peut le voir sur certains bassins d'autoroute, en fait des berges en pente mais en béton, qui sont vraiment trop abruptes. Et là, du coup, de mettre un dispositif comme on a vu tout à l'heure, donc comme on a vu ici, c'est tout à fait possible de l'imaginer en grande taille, quoi. Donc ça, c'est éventuellement... donc de la même façon, il ne faut pas hésiter à nous les faire remonter. Ensuite, on va trouver tout ce qui est cavité au ras du sol. Donc là, je vous ai mis, par exemple, juste à côté d'une gouttière, en fait, où là, vous voyez, en fait, là, ce qu'on voit, ne sont pas des feuilles, hein, mais c'est un oiseau qui s'est probablement coincé les ailes entre la plaque et le mur, et puis qui a dû très probablement se casser une aile, et puis finir par mourir ici. Donc ça, c'est vraiment une problématique. Mais au niveau du sol, on piège aussi bien d'autres choses. Les hérissons, on en parlait tout à l'heure, des insectes, mais aussi des serpents, plein de petits mammifères, les campagnols, les musaraignes, etc. Il faut savoir, donc, dans les anciens puits également, hein, tout ce qui est cavité au ras du sol. Donc vous imaginez une plaque d'égout. De toute façon, vous vous mettez à leur place, vous enlevez une plaque d'égout dans la rue, puis vous pouvez compter le nombre de gens qui tombent dedans. Hein. C'est un peu pareil. Surtout maintenant qu'on est tous sur nos téléphones pendant qu'on marche, je vous laisse imaginer. Et voilà, c'est un peu pareil. Surtout que les animaux vont avoir la curiosité d'aller voir au bord du trou et puis peuvent finir par tomber. Il faut savoir qu'en Espagne, il y a énormément d'anciens puits, en fait, creusés dans des régions agricoles. Et il y a énormément en fait de serpents qui se piègent dans ces puits parce qu'ils cherchent la fraîcheur quand il fait vraiment trop chaud dans les régions quasi désertes de l'Espagne. Et donc il y a des missions de sauvetage en fait, il y a des naturalistes français mais aussi espagnols qui mènent des opérations de sauvetage. Donc tous les ans, à certaines périodes, ils descendent dans les puits, ils vérifient tous les puits d'un secteur et ils descendent aller récupérer les serpents et les relâcher et puis colmater en fait le puits avec des pierres, des dalles, mais de façon à ce que ce piège ne soit plus piégeant, quoi. Donc ça, c'est vraiment aussi
une problématique. C'est quoi les passages canadiens? Alors, les passages canadiens, en fait, alors, je ne sais pas si on en a beaucoup ici. En fait, c'est généralement sur une piste pastorale. Donc, plutôt que de faire un portail qui s'ouvre et qui se ferme, en fait, c'est les espèces de rouleaux qui sont un petit peu surélevés. Donc, ça fait un bac en métal avec des rouleaux dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les vaches ne passent pas par là parce qu'en fait, elles pourraient se casser la patte. Donc ça bloque complètement le passage des vaches. Donc par exemple, le renard pourra passer par-dessus sans trop de problème. Mais un hérisson, je pense qu'il passera plutôt sous la clôture. Mais un amphibien qui passe par là et qui tombe dans ce passage-là, en fonction de la hauteur du passage canadien, bah, ne pourra pas forcément ressortir. Donc du coup, ça peut présenter un risque. Une bouche d'égout, voilà, un puits ouvert, des piscines creusées, voilà, tout ça, ça peut être problématique. Donc différentes façons, de toute façon, voilà, vous tombez sur un trou, il suffit des fois de le reboucher avec de la terre, avec des pierres, installer une planche, voilà, on disait, donc on va installer un grillage, donc, par exemple au niveau des regards d'égout, vous pouvez mettre aussi un petit grillage à maille fine pour éviter que n'importe quel animal puisse tomber à l'intérieur. Donc après, on va parler de la problématique des déchets, parce que en plus de polluer visuellement et autres la nature, peuvent représenter de vrais pièges pour les animaux, notamment les bouteilles en verre en fait, qui mettent énormément de temps à se dégrader. Mais il y a beaucoup de micro-mammifères, donc tout ce qui est souris, musaraignes, et campagnols, qui arrivent en fait à rentrer dedans pour aller notamment lécher le fond de bière, le fond de vin, etc. J'ai pas dit qu'ils étaient alcooliques, mais le sucre en fait contenu dans l'alcool les attire, vont rentrer à l'intérieur et en fait ça va servir comme une nasse à poisson, c'est qu'ils n'arriveront pas à ressortir. Et donc on retrouve, donc il y avait eu une étude qui avait montré qu'il y avait à peu près un tiers des bouteilles vides qu'on retrouvait en nature où on avait des cadavres de micro-mammifères à l'intérieur. Voilà, 1 sur 3 en moyenne. Donc ça fait quand même beaucoup. Vous avez aussi donc la problématique des verres ou des canettes où pareil les animaux peuvent mettre la tête à l'intérieur et puis rester bloqués. Donc la petite histoire sur le hérisson. Bon, vous connaissez tous le fameux fast-food avec le clown en emblème. En fait, ils avaient des pots de glace avec un bouchon en plastique qui avait une certaine taille d'ouverture. Et en fait, ils ont agrandi cette ouverture, non pas pour qu'on mange plus vite la glace et qu'ils en vendent plus, mais en fait parce qu'il y avait énormément de hérissons qui étaient trouvés, la tête coincée à l'intérieur, et du coup qui ne pouvaient plus se nourrir. C'est comme une muselière, ça les empêchait complètement de se nourrir, et donc ils finissaient par mourir. Donc en fait ça a été agrandi, de façon à normalement, là, le hérisson peut rentrer et sortir la tête, même s'il vaudrait mieux pas qu'il mange trop de glace, parce que c'est pas forcément bon pour lui. Donc vous voyez, des déchets, ils vont avoir ce rôle-là. J'ai pas mis de photo, mais tout ce qui est ficelle, fil de pêche dans les arbres, ficelle bleue agricole dans les champs, souvent les oiseaux peuvent soit en allant se percher sur la branche au bord de la rivière, s'emmêler les pattes dans le fil de pêche. Il y a des milans qui sont trouvés comme ça, des martins pêcheurs, d'autres oiseaux qui sont retrouvés du coup pendus par les pattes. On a eu le cas d'un grand-duc, d'un hibou grand-duc au lac Kyr, donc sur l'île du lac Kyr, qui a été trouvé pendu en fait par des fils de pêche et qui nous avait été ramené par des kayakistes. Et l'autopsie a montré qu'il était mort de froid. En fait, il n'est pas mort noyé. Il a été mouillé en fait par la position qu'il avait, et après il est mort de froid. Donc là, c'est bien la preuve que voilà. Donc tous ces fils-là, en fait, il est très facile de les ramasser. Et de la même façon, les oiseaux vont aussi s'en servir pour construire leur nid. Et donc, les jeunes oiseaux, en piétant un petit peu dans le nid,
vont s'emmêler les pattes dedans, peuvent s'emmêler les pattes dedans, et au moment de l'envol se retrouver coincés par ça, et donc mourir pendus par les pattes aussi. Et ça arrive malheureusement sur des espèces d'intérêt, puisqu'en Franche-Comté, on a eu le cas sur des pies grièches grises, qui est une espèce en danger critique d'extinction à l'échelle de la région. Mais ça, malheureusement... Je trouve qu'on trouve moins de fils de pêche on en trouve... que dans les années 80 où il y en avait. Oui, on en trouve, on en trouve moins. Pêche un site pour qu'il récupère Oui. les fils. Oui, il y a Comme une... les chasseurs, les cartouches. Oui, Voilà. oui, il y a une vraie, une vraie prise de conscience aussi par rapport à ça, des différents acteurs. Mais il en reste toujours. Le fil de nylon met énormément de temps à se dégrader de la même façon. Et donc il peut encore y en avoir. Essayer de reprendre si ouais. on peut. Après, voilà, c'est s'il peut, c'est des endroits inaccessibles. Le Grand-Duc sur la Kyr, les fils qui y sont toujours présents actuellement. Parce que sur l'île, c'est compliqué d'y accéder, personne ne va les ramasser, etc. Donc ça, c'est impossible. Donc là, du coup, ça peut être juste, pour lutter contre, ça peut être ramasser et trier les déchets quand c'est possible. Hein. En tout cas, voilà, les fils de pêche, c'est facile quand on marche au bord de la rivière de pouvoir les ramasser et puis de sensibiliser les quelques pêcheurs qu'on a autour de nous. Donc après, il n'y a pas que dans la nature qu'il y a plein de dangers. Dans vos jardins, il y a aussi beaucoup de dangers. Les arrosoirs et les seaux, par exemple, on conseille vraiment de les retourner pour vraiment éviter. Le nombre de fois où des lézards se retrouvent coincés dans des seaux, dans des arrosoirs. Alors, vous n'aurez jamais un hérisson hein, dans un arrosoir, mais des lézards, des petits serpents, des insectes, ça arrive trop fréquemment. Et puis on n'y fait pas attention, on remplit l'arrosoir et puis en fait on finit par le noyer et c'est tout à fait malheureux. Donc en fait c'est juste avoir le réflexe de retourner les arrosoirs ou les seaux et ça peut des fois suffire. Et puis surtout ça évite le développement des moustiques, notamment en cette période où le moustique tigre est en train de remonter, bah, ça évite un petit peu ce côté-là. Et vous voyez, là, on a toujours les mêmes ressemblances, c'est-à-dire des parois lisses, des cavités de plus de 5 cm de diamètre. Donc on est bien dans ce qu'on peut appeler les pièges, quoi. On a également les parpaings, en fait, et les briques creuses. Donc soit stocké, soit un mur en parpaing qui est laissé un petit peu à l'air. Et ben, les oiseaux peuvent nicher à l'intérieur, les lézards peuvent s'y mettre. Alors autant les lézards ils arriveront à sortir d'un parpaing, mais autant un oisillon ne pourra pas forcément en ressortir. Et puis surtout on peut continuer à monter le mur sans s'en apercevoir et du coup les piéger à cet endroit-là. Donc c'est très bien dans un mur de parpaing, c'est moins bien qu'un mur en pierre sèche, c'est sûr, mais ça peut être bien, d'autant plus qu'on peut laisser en fait des cavités volontaires, en tout cas percer un petit peu le parpaing pour produire une cavité et ainsi un nichoir. Il y a un autre, c'est les pieds de parasol. Il y a un autre danger, c'est les pieds de parasol, parce que de la même façon, c'est une cavité, plus de 5 cm, parois lisses. Donc des oiseaux, pas des amphibiens, mais des lézards peuvent s'y retrouver bloqués. Donc là, ça peut être juste un capuchon, un chiffon ou une cale, peu importe. L'essentiel, c'est vraiment de bloquer et de rendre presque hermétique en fait cette cavité. Les bouches d'aération, de la même façon. Voilà, sur une construction neuve, normalement il y a toujours une grille qui est fournie avec. C'est pas que pour faire joli, c'est aussi pour protéger du coup les animaux, et puis ça évitera de laisser tomber ses clés, on a toujours l'habitude de laisser tomber les clés au mauvais endroit, ça évitera de laisser tomber ses clés à l'intérieur. Les regards de compteur d'eau également, après ça dépend où vous habitez, dans un appartement ça pose moins de problèmes, mais dans certains secteurs, les regards de compteur d'eau en fait sont pas forcément ont pas forcément tous leur couvercle, et très 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 souvent on y trouve des amphibiens qu'on pense bien à cet endroit-là, et en fait bah, ils peuvent se retrouver bloqués. Alors après c'est pas dans tous les compteurs d'eau, certains ils peuvent ressortir, mais d'autres non. Donc soit de la même façon on colmate en fait cet endroit-là,
après vérification, après avoir fini ces vérifications du compteur. Soit sinon on leur offre un échappatoire. Donc ça peut être la même façon, un dispositif comme on a vu dans les abreuvoirs, ça peut suffire tout à fait. Mais voilà, on leur offre une possibilité de sortie parce que sinon ils peuvent se retrouver bloqués. On y trouve régulièrement des salamandres par exemple, des alites accoucheurs, voilà, d'autres espèces, quoi. On retrouve aussi nos déchets. Je ne sais pas comment vous stockez le verre à la maison, mais en fait, si on a les ouvertures vers le ciel, voilà, on peut se retrouver à nouveau avec des insectes ou des micro-mammifères coincés à l'intérieur. Donc on les stocke plutôt avec la tête en bas. Ça évite du coup toutes ces problématiques-là. On retrouve notre problématique d'arrosoir. Avec les bacs de récolte d'eau de pluie. Si vous avez des récupérateurs qui ne sont pas bouchés au sommet, c'est pareil. En fait, on peut avoir aussi des animaux coincés dedans. Et donc, ça peut poser problème. On retrouve aussi notre problématique sur les piscines. Alors maintenant, il y a beaucoup de piscines avec des abris pour éviter que les enfants tombent dedans. Mais les animaux aussi peuvent tomber à l'intérieur. Et donc ça peut être d'installer des petits dispositifs comme ça, notamment en période hivernale, parce que c'est vrai qu'en estival, on y va quand même régulièrement et donc on peut sortir les animaux. Mais vous voyez là, ici, je sais pas si non, il n'y a pas la souris. En fait, avec la cagette en haut, c'est un dispositif qui a été envoyé dans le cadre de la mission Hérisson. Donc on avait sollicité les gens sur justement les cavités pièges et c'est quelqu'un qui avait inventé ce système-là avec juste des cagettes de récupération qui permet en fait que le hérisson, s'il tombe à l'intérieur, et n'importe quel animal, puisse sortir de la piscine. Donc voilà, c'est très facile à construire. Donc là, on ne va pas parler de combler la piscine, de toute façon, il n'en est pas question. Mais c'est trouver du coup de pouvoir leur fournir un échappatoire. Alors après, les tuyaux de PVC, tout ce qui est tuyaux de PVC, que ce soit rigide, souple, de la même façon, donc ça peut être problématique. Les oiseaux peuvent aller à l'intérieur, et les lézards, etc. Et donc en fait, ça ne protège pas du tout du risque. Donc en fait, c'est soit trouver une gaine extensible, soit arriver à boucher, en tout cas au mieux, pour éviter aux animaux de tomber à l'intérieur. Ou ça peut être de mettre un chiffon aussi, ça peut amplement suffire. L'idée étant toujours de boucher la cavité. Une autre problématique, mais pour celle-là je vais vous raconter une petite histoire, c'est l'histoire d'un centre de soins à la faune sauvage qui un jour a entendu un grattement dans sa cheminée. Puis eux étant familiers de la problématique, du coup ont très vite compris qu'il s'agissait en fait d'une chouette, en tout cas d'un oiseau qui était coincé dans le conduit de la cheminée. C'est un comble pour un centre de soins, mais bon, c'est comme ça. Ils pensaient que la cheminée avait été bouchée, en tout cas colmatée avec un système anti-oiseau sur le toit de la cheminée, ce qui n'était pas le cas. Et donc ils ont dû faire appel du coup à une équipe pour aller chercher la chouette à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est celle qui est là, c'est une chouette hulotte qui était à l'intérieur, un petit peu noire de suie, mais qui est repartie, qui pouvait pas mieux tomber dans un centre de soins. Elle a tout de suite pu être prise en charge, et puis du coup elle est repartie très facilement le soir même, après avoir été un petit peu soignée, un petit peu gavée, mais au moins elle a pu repartir sans problème. J'ai eu une chauve-souris. Ouais, les chauves-souris peuvent rentrer également. Et puis là, vous voyez, donc ça c'est une chouette chevêche. Donc pour ceux qui connaissent, c'est une petite chouette qui a normalement plutôt la face blanche. Elle a pris un petit peu un coup de suie. Et pour la petite histoire, elle, donc ça c'est une photo qu'on nous a envoyée, donc ça c'était en Côte d'Or. Et cette chouette-là est repartie sans aucun problème également. Donc c'est pas toujours le cas. Parfois, en tombant dans la cheminée, en fait, alors soit elle tombe directement dans le foyer, et si le feu est allumé à ce moment-là, ça peut être problématique.
Soit sinon, ce qui peut arriver aussi, c'est en se débattant dans le conduit, elles peuvent se blesser, se luxer une aile, se casser une aile. Et donc à ce moment-là, bah, ça sera difficile de repartir pour elles. Mais des fois, elles tombent comme des poids morts, en fait, tout au fond du conduit. Et donc ça pose pas forcément de problème. J'ai aussi un autre exemple de quelqu'un qui avait donc qui entendait gratter en fait dans le conduit de la cheminée, sauf que la cheminée avait été condamnée, mais donc en fait c'était dans le plafond, il entendait gratter dans le plafond. Et en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait 2 chouettes qui étaient coincées dans le conduit de cheminée, et donc les propriétaires ont été assez coopératifs puisqu'ils ont autorisé donc l'équipe de soins qui est arrivée sur place de casser le plafond pour aller récupérer les 2 chouettes et puis du coup de reconstruire le plafond derrière. Donc ça, voilà, il y a des gens. Donc là, il y a différents systèmes en fait à mettre hein, pour les cheminées, pardon. Il y a des petits systèmes de grilles en fait qui laissent échapper la fumée, mais qui empêchent pourtant les chouettes et les hiboux de tomber à l'intérieur ou ce qui est étourneaux, etc. Ça, on peut du coup éviter qu'ils tombent à l'intérieur et tous les désagréments. Les gouttières également. En fait, il y a plein de petits systèmes qui peuvent se mettre tout en permettant l'évacuation des feuilles mortes et toutes les problématiques de gouttière, mais sans forcément que les animaux fassent le grand saut. Et donc ça permet un bon écoulement et ça permet aussi de sauver parfois quelques animaux. Un piège auquel on ne pense pas forcément, c'est les pièges écologiques, en fait. Donc un piège écologique, c'est quelque chose qui va attirer les oiseaux ou les animaux, qui va sembler favorable pour leur reproduction, mais pourtant qui ne va pas l'être. Donc c'est par exemple un nichoir en mauvais état, dont le fond est complètement humide, un nichoir tout avec soit du bois mauvais aussi, où en fait les oiseaux vont commencer à nicher, et puis l'humidité du nichoir va rafraîchir en fait, enfin les oisillons vont être au froid et donc vont tous mourir. Voilà, ça c'est des pièges écologiques. Ou par exemple un nichoir avec du bois traité chimiquement, pareil, va pouvoir relarguer en fait des composants qui risquent de mettre à mal la reproduction des oiseaux. Et donc ça, voilà, faut éviter. Donc on encourage en tout cas les gens à surveiller leur nichoir et puis à les entretenir. Donc si un nichoir est en mauvais état, on peut le descendre, soit le changer, soit le retaper un petit peu. Mais voilà, c'est d'autant plus important de bien les entretenir et bien les nettoyer pour pas non plus qu'ils tombent pendant un coup de vent en fait. Parce que juste un nichoir qui est mal accroché, qui tombe pendant un coup de vent, soit les parents l'abandonnent, soit les petits sont morts dans la chute. Voilà, ça peut être des problématiques. On a un nichoir au Lezeux, je ne sais pas si oui. vous connaissez le Lezeux. Il y en a qui ont mis des nichoirs il y a quelques années et il y en a un qui a été recouvert par un nid de frelons asiatiques. Oui. J'ai fait des photos plusieurs fois, c'est impressionnant. On voyait un petit peu le nid, puis maintenant tout le nichoir est recouvert avec les alvéoles et tout. Oui, parce que là, il est plus trop disponible pour la reproduction des oiseaux, mais... Après, les frelons, il faut aussi qu'ils aient des petits habitats, donc c'est très bien. En fait, il était sous un hêtre, un couêtre, comme il y a beaucoup de gens qui passent avec des gamins. Et en fait, je pense que le nid, on en a eu 2, il s'est mis dans ce nichoir. C'est possible. Ouais. Donc après, si vous avez identifié d'autres types de cavités de pièges, il ne faut pas hésiter du coup à nous les faire remonter. Hein. Vous pouvez me les envoyer du coup directement à mon adresse. Puis ça permettra d'alimenter un petit peu les bases de données. Comme les cheminées, les sorties de poteaux, de cuisine. Oui, les sorties de hottes de cuisine également. Les oiseaux qui sont tombés. Oui, ça peut arriver effectivement. En fait, voilà, c'est tout ce qui est une cavité avec des parois lisses sur lesquelles les oiseaux et d'autres espèces peuvent tomber, en fait. Et vous allez voir que quand on y fait attention, on en voit partout.
En fait, les abribus, certains abribus, des poteaux, peuvent se transformer. Ça peut être un poteau publicitaire, en fait, où vous avez un trou qui s'est formé soit par de la dégradation volontaire, soit par un accident. Et en fait, le trou donne directement jusqu'au sol et vous avez 1,50 m, 2 mètres. Donc il faut imaginer que pour un oisillon, s'envoler du pied, c'est juste pas possible. Donc vous avez bien des choses. Donc en résumé, voilà, faut rester vigilant, installer une rampe de sortie ou colmater avec différentes possibilités, hein. Soit utiliser un bouchon d'obturation, remplir de terre, de chiffons, de cailloux, de branches, en fait, ou alors c'est faire installer des dispositifs anti-oiseaux, donc par exemple sur les cheminées, c'est tout à fait possible. Bien sûr, ne pas se mettre en danger pour le faire, hein, sur les poteaux de signalisation par exemple, vous ne mettez pas sur la voie, sur la route. Sur le ramassage des déchets, mettre des gants, etc. C'est toujours des petites choses qu'on rappelle, mais qui sont importantes. Donc à savoir que l'obturation d'un poteau, d'un panneau de signalisation n'est pas un acte de vandalisme tant que le panneau est visible. Comme on disait tout à l'heure, si vous cachez le 50, ça peut être considéré comme un acte de vandalisme. Donc toujours important, toujours vérifier en fait avant de reboucher les cavités. C'est hyper important. Et puis du coup, un petit point législatif, en fait, si vous découvrez une cavité piège sur un territoire communal, il vaut mieux en fait demander une autorisation ou le signaler au moins à la mairie concernée. Donc soit elle fera intervenir son service technique et ça peut être aussi l'occasion de sensibiliser les services techniques à cette problématique et que du coup d'autres cavités sur la commune puissent être bouchées. Soit sinon, en fait, l'autorisation peut vous être décernée si le service de la mairie n'a pas le temps, etc. Et donc, en cas de contrôle, vous pouvez avoir le cas. Donc ça, c'est important. Si c'est sur un terrain privé, de la même façon, il faut demander l'accord au propriétaire du terrain, en tout cas le sensibiliser. Donc déjà, nous, vous pouvez nous le signaler, et puis nous, on essaiera d'en savoir plus sur le propriétaire, et puis le contacter. Ça avait été le cas, du coup, à Plombières-les-Dijon, par exemple. Alors, pas d'excès de zèle, hein. Toutes les cavités ne sont pas des pièges. Vous voyez un trou dans un arbre, c'est normal. Il ne faut pas forcément le boucher. Donc voilà, c'est une seule issue, paroi lisse, où les animaux ne peuvent pas en sortir. Pareil, une cavité horizontale, c'est pas forcément un problème. Voilà, les animaux arriveront toujours à sortir. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs outils qu'on peut vous fournir, des flyers pour les propriétaires, des courriers types pour la mairie. Donc ça c'est pareil, si jamais vous tombez sur le cas, vous pouvez du coup m'envoyer un mail ou nous envoyer un mail et puis ça sera redirigé vers moi et puis moi je peux vous envoyer le courrier type, protocole de découverte. Et puis du coup il y a une petite fiche médiation qui a été faite sur tout ce qu'on s'est dit ce soir. Donc j'en ai imprimé quelques-unes, si ça vous intéresse, vous pouvez en récupérer. Et puis voilà, et puis la nature vous dira merci. Je ne sais pas si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. C'est pas des questions, c'est à Chevannes, je sais pas si... Ouais. Dans le site des Closeaux. C'est à 3 km de Chevannes, c'est en forêt, mais il y a une allée forestière, on peut même accéder en voiture. Ils ont retrouvé un grand abreuvoir qu'ils ont restauré, c'est pas fini encore, hein, avec un aqueduc, je suis allée le voir, mais c'est immense. Hein. D'accord. Il y a une source, ils ont fait un aqueduc, c'est pas fini. Je crois que c'est une association de réinsertion, mais je pense pas. Ils ont fait un grand abreuvoir, et il y a des pierres, mais il y a quand même l'aqueduc, des murs lisses, c'est pour ça que je D'accord. pense. Et il y a des murs lisses tout autour. Il y a des pierres quand même, il y a des parties lisses. D'accord. Mais si, en fait, s'il y a au moins un échappatoire, c'est pas, enfin. Mais au-dessus, il y a un déversoir. Mettons, là, il n'y avait pas d'eau, mais là, il y a de l'eau. Ouais. Je me dis, un amphibien, il pourra pas. D'accord. Ouais, parce que c'est au niveau de... Oui, n'hésite pas à faire des photos quand tu tombes sur un lieu comme ça, et puis comme ça, on peut l'évaluer effectivement si c'est. Et ça, c'est pas fini, hein. Ouais.
D'accord. contacter la mairie, savoir s'ils ont pensé. Oui, bien sûr. Oui, peut-être. En fait, c'est souvent soit du manque de connaissances, Voilà. soit, enfin, c'est vraiment enfin, c'est involontaire à 100% du temps, hein. Sauf les fosses au temps de la préhistoire où on poussait les animaux dedans, mais ce qui répondait à ce principe-là, mais sinon c'est. Les lâches, oui, je pense plutôt. Ouais. Ouais. Il y avait d'autres. Je me rappelle à Girardeuil, tu connais Ouais. pas, avec le lavoir, ils avaient restauré le lavoir, ils avaient mis un genre d'abreuvoir, mais pareil, c'était en béton. D'accord. Et on a trouvé une fois une salamandre, on l'avait signalé. Ouais. Puis, des fois, quand on passe, on remet des branches. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un truc qui n'est pas besoin, Ouais. pas besoin de rajouter ça. Non, bah, il n'y a pas forcément besoin de rajouter grand-chose. Là, on avait trouvé une salamandre. À bientôt, Brigitte. Merci. C'était bien. C'était très intéressant. Moi j'ai eu c'est pas vraiment un piège, mais on avait installé un nichoir, il y avait une nichée de mésanges, D'accord. et en fait un piquet-pêche est Oui. venu piquer, faire des trous. Franchement, on a entendu avant qu'il ait. Ouais. C'était pour manger des petits pois. Oui, ça peut arriver que les pics, effectivement, ils consomment les petites mésanges. Ouais. Ouais, non, ça peut effectivement arriver. Après, donc, là, on rentre dans un autre type de piège. C'est-à-dire, par exemple, un nichoir qui est installé à un endroit où un prédateur peut très facilement y accéder. En l'occurrence, le piquet-pêche, il aurait pu s'accrocher sur n'importe quel nichoir. Mais par exemple, donc, vous voyez là les nichoirs que nous, on fait, en fait, ils sont toujours équipés d'un balcon. Et en fait, le balcon est un dispositif anti-prédation, parce que, donc déjà, on préconise aussi de ne pas installer un nichoir au niveau de avec une branche juste en dessous pour ne pas permettre à un chat de s'installer juste devant et puis de mettre la patte. Bon, cela étant, le chat, s'il veut monter, un chat un peu acrobate, il peut quand même monter et puis mettre la patte à l'intérieur. Le fait qu'il y ait un balcon, le chat, en fait, il va pas pouvoir aller chercher au fond du nichoir et donc pas aller gratter les jeunes et les tuer. Donc, en fait, il pourra pas rentrer la patte parce que l'angle est tel qu'il ne pourra pas. Et d'autant plus, ça permet aussi à la mésange, si jamais vous avez un serpent, un loir qui essaye de rentrer, de lui offrir un appui pour se défendre, en fait. Donc en plus, ça va permettre, c'est un système de défense et un système anti-prédateur qui est très efficace. Mais par exemple, si vous mettez donc un nichoir, comme parfois ils peuvent être vendus dans le commerce, sans forcément le balcon, et en plus que vous le positionnez mal juste à côté d'une branche, et ben ça peut se transformer très rapidement en piège écologique, parce que si le chat du jardin vient et puis a l'habitude d'aller fouiller dedans, c'est une catastrophe. Et en plus, il y avait comme une petite haie décorative, et en fait, le piquet-pêche s'appuyait dessus. D'accord. Ouais, bah oui, forcément. Mais après, là, un piquet-pêche, en fait, avec ses capacités, il pourrait très bien s'accrocher et puis quand même venir taper. Hein. Après, la prédation naturelle, quelque part, c'est normal. Donc, il faut des fois accepter, bah voilà, même une nichée peut échouer pour bien des raisons, la mort d'un des deux adultes, un parasite, un prédateur, voilà, ça peut tout à fait arriver. Mais autant ne pas augmenter les chances que la nichée soit prédatée. Je ne sais pas si d'autres questions. Sinon, pas de questions. Bah écoutez, n'hésitez pas en tout cas à prendre des petits documents et puis si jamais vous avez des questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à nous contacter et puis on essaiera d'y répondre. Voilà. Merci à vous.